Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, accusation tonitruante de Maître Moussa Diop, l'avocat présentement dans les locaux du commissariat central. Omar Sarr et Jean-Claude Mimran rejettent ces gravissimes accusations. Nous ferons le point dès le début de cette édition. Symposium international des pays de l'Afrique francophone sur les défis de l'état civil. L'État veut faire de l'état civil un secteur moderne, fiable, sécurisé et vecteur de développement. Les détails dans cette édition. Et puis retour sur l'inauguration du sanctuaire Notre-Dame de la Délivrande. Un joyau inauguré par le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, a quitté le Sénégal, très ravi. En sport, l'international sénégalais Lamine Camara élu meilleur joueur au CAF Award 2023. En basket, Gorgui Sy Dieng quitte le parquet. Pourquoi cette retraite à 33 ans seulement? Nous avons posé la question à un spécialiste de la balle orange. Ces déclarations tonitruantes lui ont valu une convocation au commissariat central de Dakar. Maître Moussa Diop se présente actuellement à la police centrale de Dakar, note de convocation de la sûreté urbaine publiée par lui-même qui accuse le chef de l'État, Macky Sall, et son ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, d'avoir délivré au groupe Mimran une autorisation d'exploitation de diamants. Accusation rejetée par Omar Sarr, le ministre des Mines, mais aussi par le groupe Mimran. Le point avec Mambiram Diouf. Le groupe Mimran et ses dirigeants, notamment Jean-Claude Mimran et Mamadou Diagne, formellement nommés par Maître Moussa Diop comme partie prenante dans l'exploitation d'une mine de diamants qui se situerait dans une région du nord du Sénégal, le dit groupe ne tarde pas à réagir. Il dément fermement ces allégations ne reposant sur aucun fait matériel avéré. Dans le communiqué sorti à cet effet, il est mentionné qu'il n'existe aucune mine de diamants au Sénégal, encore moins au nord où la contexture géomorphologique des terres n'est pas diamantifère. La société, comme Maître Moussa Diop, prétend également être attributaire de l'autorisation de prospection et dont le propriétaire serait Jean-Claude Mimran, n'est même pas connu du registre minier du Sénégal. S'y ajoute qu'à ce jour, il n'existe que deux sociétés bénéficiant de permis de recherche de diamants, DSH et ICT, dans lesquelles Jean-Claude Mimran n'a aucune forme de participation. Le groupe Mimran précise que Jean-Claude Mimran n'a jamais échangé de correspondance avec Aly Ngouille Ndiaye sur ce sujet et se réserve le droit d'user des procédures légales idoines pour faire face à tout acte attentatoire à son honneur et à sa crédibilité, qui sont les fondements de ses missions depuis plus de 50 ans. Une polémique qui fait sortir le ministère des Mines et de la Géologie de sa réserve, attestant l'inexistence d'aucun permis d'exploitation de diamants délivré au Sénégal, puisque d'ailleurs il n'y en a jamais eu dans le pays. Donc le président de la République ne saurait être concerné par le sujet. Les clarifications faites par le ministère montrent qu'au plan du contexte géologique, des indices de diamants ont été mis en évidence au sud-est du Sénégal, contrairement à ce qui a été affirmé par Maître Moussa Diop, et qu'à ce jour, il existe 2 permis de recherche de diamants en cours de validité, ainsi qu'une autorisation d'exploitation semi-mécanisée pour lesquelles des résultats concluants n'ont pas été encore obtenus. Autre précision faite au Sénégal, il n'existe pas dans la nomenclature des titres miniers prévus par le code minier de termes ayant trait à une autorisation d'exploration. Ainsi, en matière de recherche minière, 2 types de titres miniers peuvent être délivrés, une autorisation de prospection ou un permis de recherche, tandis que pour l'exploitation minière, il existe 6 types de titres miniers, à savoir le permis d'exploitation minière, l'autorisation d'exploitation de mines, l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée, l'autorisation d'exploitation de carrières publiques ou de carrières privées permanentes et l'autorisation d'exploitation de carrières temporaires. Mambiram, lors de sa conférence de presse fleuve tenue ce samedi, l'avocat s'est dit prêt à en découdre juridiquement, détenant des preuves irréfutables. L'affaire est désormais pendante devant la justice et elle devra être tirée au clair. Thuram Bardiaye. La scène politique encore secouée
par les récentes révélations de Maître Moussa Diop sur l'octroi d'un permis d'exploitation d'une mine de diamants à Richard Toll. Accusation grave aux yeux du professeur Alou Lam, au regard des personnalités citées par l'avocat au barreau de Paris. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 interpelle Dame Justice. Premièrement, voir si c'est la réalité. Si c'est la réalité, ça repose sur des faits concrets, mais les faits concrets sont les choses les plus faciles à investiguer, que la justice fasse son devoir. Parce qu'il n'y a que la justice qui peut régler ce problème-là. Les ressources naturelles appartiennent au peuple selon l'article 25 de la Constitution. S'appuyant sur cette disposition de la Charte fondamentale, le chroniqueur judiciaire d'Audemine s'attend plutôt à une autosaisine du procureur de la République. Lorsqu'il y a des accusations de cette envergure, lorsqu'on accuse le président de la République et un ancien ministre d'avoir spolié en quelque sorte les biens du pays, il revient au procureur de la République, qui est l'avocat de la société, de s'autosaisir pour qu'une enquête soit ouverte conformément à la loi. Parce qu'il faut le rappeler, les ressources naturelles, de par la Constitution, appartiennent au peuple. À partir de ce moment-là, lui, l'avocat de la société, l'avocat du peuple, devrait pouvoir s'autosaisir pour que cette affaire-là soit élucidée. Dans sa sortie samedi, Maître Moussa Diop a brandi des documents administratifs avec des sceaux de la République du Sénégal. Si les accusations sont fondées, les coupables devront répondre devant la loi. Maintenant, si l'accusateur ne donne pas les preuves de ces accusations, à part de ce moment-là également, il y a des infractions qui sont prévues par le code pénal, notamment la diffusion de fausses nouvelles. Aly Ngouille Ndiaye, l'un des accusés dans cette affaire, a déposé une plainte. D'après son avocat, Maître Doudou Ka, le leader de la coalition Aly Ngouille Ndiaye 2024 viserait le délit de diffamation. Et puis le député Guy Marius Sagnan dit avoir porté l'affaire devant l'Assemblée nationale en déposant aujourd'hui même une proposition pour la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire déjà préconisée par Aminata Touré. Avec le sentiment d'avoir les politiques publiques vers les préoccupations des populations, estime Boubacar Camara. Pour le candidat à la présidentielle, le Sénégal a besoin de réformes drastiques, notamment en matière d'emploi. Le voici avec Mambiram Diouf. Nous empruntons la dernière ligne droite vers l'élection présidentielle du 25 février 2024 avec le sentiment d'avoir accompli des pas importants avec le Parti de la Construction et de la Solidarité, PCS Djengou Tabakh. Aujourd'hui, je reviens au Sénégal, au moment où l'inquiétude a atteint son comble à cause de 5 grands maux qui gangrènent notre pays. La pauvreté, l'ignorance, le chômage, l'insécurité et la maladie. Notre pays traverse également des moments de doute avec les crises de l'éducation, de la santé, une recrudescence de l'immigration irrégulière, une mauvaise gouvernance systémique. D'importantes réformes sont à entreprendre et des défis vitaux sont à relever dans un contexte sous-régional et mondial sensible pour un pays futur producteur de pétrole et de gaz. Dans l'actualité politique, retenez également que le LACOS, les leaders alliés de Ousmane Sonko, dénoncent une supposée ingérence de la France suite à la visite polémique du Premier ministre Amadou Ba à Matignon. Visite qualifiée d'inacceptable en période de post-électorale. Nous y reviendrons. Dans l'actualité également, le feu s'est déclaré au sous-sol de l'immeuble Cœur Diaraf ce matin. Plus de peur que de mal selon le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, que voici. On a été interpellé ce matin vers les coups de 10 heures d'un incendie qui s'est déclaré au niveau de ce bâtiment qu'on appelle communément l'immeuble Diaraf, qui abrite pas mal de services au niveau de la commune de Point-E. Aussitôt interpellés, les sapeurs se sont déportés immédiatement, vraiment en un temps record, pour venir quand même à bout de ce feu. C'est un feu de sous-sol de l'immeuble, n'est-ce pas, qui s'est déclaré à partir de la boîte technique du bâtiment. Donc, plus de peur que de mal, les sapeurs ont pu à temps réel vraiment maîtriser le feu et l'éteindre complètement. Il y a aussi aujourd'hui un dispositif qu'on a mis en place pour dégager tout ce qui est fumé, parce que d'un feu de sous-sol, c'est très compliqué. Alors donc voilà ce que nous pouvons dire. Par rapport maintenant aux dégâts,
il y a un véhicule qui est partiellement endommagé, parce que c'est le véhicule qui était à côté de la boîte technique, n'est-ce pas, du bâtiment. Donc globalement, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Bon, on ne pourrait pas pour le moment affirmer, n'est-ce pas, l'origine du feu. Une enquête est déjà ouverte, ce qui va déterminer effectivement l'origine du feu. En tout état de cause, voilà, donc l'essentiel a été fait, le feu est éteint. Maintenant, pour les causes quand même, on ne peut pas quand même présager. Mais c'est l'enquête qui va déterminer effectivement les causes. Premier symposium international des pays de l'Afrique francophone sur les défis de l'état civil, une initiative de l'Agence nationale de l'état civil, l'ANEC, un événement qui s'inscrit dans le cadre du suivi de la volonté de l'État du Sénégal de faire de l'état civil un secteur moderne, sécurisé et vecteur de développement. Voici Modou Diagne Fada, ministre des collectivités territoriales. L'acte civil, les faits d'état civil constituent un enjeu fondamental et c'est la raison pour laquelle le Sénégal abrite aujourd'hui ce symposium qui regroupe des pays francophones. Des pays francophones qui ont des réalités plus ou moins différentes selon les pays. Même l'ancrage institutionnel est différent d'un pays à un autre. Les problèmes rencontrés aussi peuvent être parfois similaires, mais peuvent être parfois différents. C'est la raison pour laquelle ce symposium devrait aboutir à la création d'une plateforme d'échange d'expériences, une plateforme qui devrait permettre aux acteurs régionaux, internationaux de communiquer sur leur expérience et d'essayer de voir aussi comment aboutir à partager ces expériences-là. Les bonnes pratiques connues au Sénégal doivent être connues aussi au Cameroun ou bien au Congo ou au Bénin. Et c'est l'importance de ce symposium qui est à sa première édition. Économie, attractivité du port autonome de Dakar et de la destination Sénégal, matérialisée par la réception du deuxième plus grand navire de croisière Zuider-Dam, signe d'un partenariat fécond qui va insuffler une nouvelle dynamique à l'économie touristique, notamment aussi le directeur du port, Muntagassi. 1500 passagers touristes, quasiment 500 personnel à bord pour les fonctionnalités des services. Ce navire de 11 étages, pour une longueur de plus de 260 mètres, occupe deux quais, le quai 31 et le quai 32, sans perturber l'activité économique et commerciale du port autonome de Dakar. Nous sommes à ce matin au 22e navire de croisière au port de Dakar sur l'année 2023. Contre seulement 2 navires en 2022 et pas plus de navires du tout de croisière depuis 2019. Pour répondre à la commande essentielle de retour du tourisme croisière avec des conditions d'accostage les meilleures, mais aussi garantir le circuit touristique pour que nos touristes, quand ils sortent de ces navires, puissent suivre un corridor adapté, sécurisé, procéder à leur mission d'attractivité et de reprendre le navire qui repart tout à l'heure à 18h. Religion, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a quitté le Sénégal très ravi. Le cardinal Pietro Parolin était à Dakar dans le cadre de l'inauguration de Notre-Dame de la Délivrande. Il a magnifié le dialogue islamo-chrétien qui existe au Sénégal. Alassane Ba. Le cardinal Pietro Parolin n'oubliera pas de sitôt ces quelques jours passés dans le pays de la Teranga. Après avoir visité Dakar, Gorée et Popenguine, le secrétaire d'État du Saint-Siège a tenu à exprimer son entière satisfaction. Je voudrais encore une fois exprimer ma joie d'être parmi vous dans le lieu très significatif de votre pays que j'ai visité en séjour, Dakar, Popenguine et Gorée. Je voudrais vous remercier, vous tous, du fond du cœur et souhaiter à votre pays un avenir glorieux, éclairé par la fraternité humaine, enrichi par la spiritualité de chaque confession religieuse, une coexistence pacifique et respectueuse des musulmans et des chrétiens. Durant son séjour, le secrétaire d'État et le gouvernement du Sénégal
ont effectué des séances de travail sur des sujets qui préoccupent l'État sénégalais et sur des questions d'intérêt mutuel. Cette dernière a constitué une heureuse occasion et une opportunité de constater, pour nous en réjouir, bien évidemment, l'exemplarité des relations entre le Sénégal et le Vatican. Le ministre a tenu à formuler un souhait, accueillir le pape François ici, au Sénégal. Au nom du président de la République, qui n'a ménagé aucun effort pour que votre séjour se passe dans la plus pure tradition sénégalaise d'hospitalité, je voudrais vous remercier et vous donner rendez-vous pour une prochaine visite du Saint-Père en terre sénégalaise et du Sahel. Le cardinal Parolin qui était donc à Dakar, à Popenguine, présentement pour l'inauguration du nouveau sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance de la communauté catholique du Sénégal, a vécu l'action de grâce à travers une messe de consécration samedi, présidée par le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, en présence également de Maître Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur chargé des cultes. Daniel Diouf. Un sanctuaire tout aux couleurs mariales, du bleu et du blanc qui arbore le cœur de l'église, principal acte de cette célébration, la consécration de cet autel. Sur ces images, le secrétaire d'État du Vatican et l'archevêque de Dakar scellent dans l'autel les reliques des martyrs de l'Ouganda, de la bienheureuse Anne-Marie Chavoué et des petits bergers de Fatima. Puis l'onction de la table de l'Eucharistie avec du Saint-Crème répandu sur toute la surface. L'autel devient alors le signe de la présence du Christ. Vient ensuite le moment de l'encensement. L'encens brûlé rappelle le sacrifice du Christ ainsi que la prière des fidèles qui montent vers Dieu. Enfin, la pose des nappes pour rappeler que c'est la table du sacrifice et l'illumination de l'autel par ses cierges qui nous rappellent aussi que le Christ est la lumière des nations. Le sanctuaire est désormais consacré. La Sainte Vierge au cœur de la liturgie du jour, Marie, un modèle d'obéissance et de foi. La préoccupation première de Dieu est notre foi, notre attitude et notre confiance en lui, comme nous l'avons vu dans la vie de Marie. La foi et l'obéissance nous prédisposent à la grâce de Dieu. L'Église au Sénégal a séduit au Vatican, artisan de paix, les chrétiens minoritaires dans notre pays, modèle de vie dans la concorde avec d'autres confessions religieuses. Dans un pays à prédominance musulmane, l'Église au Sénégal continue d'accomplir sa mission avec conviction et modestie, par un travail et un dévouement immense et constant de nombreux agents pastoraux, prêtres, religieuses et laïcs. Cette vie en parfaite harmonie, magnifiée par le ministre chargé des cultes, Sidiki Kaba, de saluer le travail abattu par des hommes d'église de la trempe de l'archevêque de Dakar, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye. L'Église a toujours contribué à maintenir la paix et la cohésion sociale dans notre pays grâce à ses autorités morales averties et éclairées. Notre pays a besoin d'hommes et de femmes de votre statut. Le chef de l'Église dans l'archidiocèse de Dakar, joyeux de cette merveille offerte par le chef de l'État, a formulé des prières à l'endroit du président de la République pour son initiative de faciliter la pratique de la foi à tous les croyants de ce pays. Alors Dieu bénisse notre président pour avoir intégré dans un État laïque, c'est-à-dire non confessionnel, la demande religieuse multiforme de ces populations en leur offrant de bonnes conditions de célébration de leur foi. Et retenez également que ce week-end, la nouvelle grotte mariale a été inaugurée par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Dans l'actualité sportive, Lamine Camara, un lion qui brille. Le jeune joueur a été nommé meilleur jeune joueur au CAF Awards de l'année. Il est le seul dans
cette catégorie du Sénégal qui était le seul Sénégalais qui était en lice dans cette catégorie. Et peut retenir également que pour le titre de sélection, la meilleure sélection revient au Maroc. Meilleur sélectionneur nommé également est un Marocain, Walid Redragui. À noter que le Marocain Yacine Bounou est désigné meilleur gardien de but. Le Ballon d'Or, prix le plus prestigieux, revient au Nigérian Victor Osimhen. Le Sénégal peut se consoler avec la présence de Sadio Mané dans le 11 type de l'année. Et puis le prix décerné au président de la République Macky Sall pour service rendu au football. Un trophée récupéré par le ministre des Sports, Lat Diop, présent à cette cérémonie. L'actualité footballistique, on parle de faits saillants de la Ligue 1 avec le Casa Sport encore victorieux et puis Génération Foot qui prend en retard à l'allumage. Le point avec Cher Sadi Boudjara. Le champion en titre un peu en souffrance. Un nivellement de valeur vers le haut avec 6 clubs qui se tiennent à 6 points parmi les grands enseignements de la Ligue 1 saison 2023-2024 après un quart de tour. Deux favoris au titre sont en tête de classement. Il s'agit de Teungueth FC et du Jaraaf. Teungueth FC devance le Jaraaf de 2 points. Et le podium est complété par Dakar Sacré-Cœur. Le champion en titre par contre, Génération Foot est un peu à la traîne, avec un rang de 10e à cause essentiellement de ces 2 défaites par forfait. Le championnat est très bien lancé, avec des matchs très intéressants. Il y a du suspense en tête entre le Teungueth FC, le Jaraaf, DS également, l'AS Pikine, la Linguère également, qui réalise un bon début de saison. Le Casa Sport, dernier du classement avec 2 nuls et 5 défaites, constitue la grosse surprise. C'est évidemment la position de lanterne rouge du Casa Sport. C'est sans doute la pire entame de saison du Casa, en tout cas sous l'ère du foot professionnel. Cela s'explique principalement par le départ de la quasi-totalité des joueurs cadres. Ansou Diadhiou a été limogé pour espérer peut-être un déclic, mais là on voit que dès le match suivant contre le Jaraaf, le Casa a perdu à 2-1. Mbaye Badji est le 2e entraîneur limogé après la défaite de son club Guédiawaye FC face à l'US Ouakam dimanche au stade de Ngor. Autre fait remarquable après cette journée de Ligue 1, c'est le bon comportement des 2 promus, Diamono de Fatick et l'US Ouakam, respectivement à la 6e et 7e place du classement avec 9 et 8 points. Merci cher handball à présent. L'équipe nationale féminine termine son mondial par un succès face au Cameroun, une victoire au forceps sur le score de 22-20. La grande satisfaction de la capitaine des Lions, Awa Ndiaye, que nous écoutons. Super soulagée, super fière de mon équipe. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était dur. On sait très bien que le Cameroun, c'est pas un adversaire qui nous correspond, franchement. Il faut mettre beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, beaucoup de tête. Et on a réussi à faire ça en 2e mi-temps parce que la première mi-temps elle était très difficile. Et c'est ça le plus dur pour un sportif, quand ça va mal, de se relever. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc je suis faite à la mi-temps, on s'est dit qu'on n'a pas pu faire toute cette compétition comme ça, comme on l'a fait, et pas se récompenser à la fin. C'est pas possible. En faisant une prestation comme celle-ci, si on faisait une 2e mi-temps comme on a fait la première, on allait tout gâcher en fait. Et avec tout ce qu'on a enduré, tous les efforts qu'on a fournis, tous les sacrifices qu'on a fait, on se devait de se relever la tête, de s'envoyer. Et 30 minutes, c'est rien dans une vie. Donc on a dit, allez, on donne tout et on verra à la fin. Et c'est ce qu'on a fait. Donc. Basket à présent avec un retraité à 33 ans seulement. Gorgui Sy Dieng quitte les parquets. Pourquoi cette retraite précoce? Nous avons posé la question à Mamadou Ndiaye. Il regrette une perte pour la balle orange. C'est le point final pour Gorgui Sy Dieng. Le désormais ex-pivot des Lions a mis un terme à sa carrière en NBA après 10 ans de haut niveau. En portant les couleurs d'abord des Timberwolves de Minnesota. Ensuite, il a joué pour les Memphis Grizzlies.
Ensuite, il est revenu chez les San Antonio Spurs dans un premier temps, avant de signer ensuite avec les Atlanta Hawks. Et dernièrement, il est revenu chez les Spurs parce qu'il avait déjà développé une certaine affinité avec les joueurs et les dirigeants du club. Raison pour laquelle, quand il a annoncé sa retraite, les San Antonio Spurs n'ont pas hésité à lui proposer un poste. Désormais, il est le responsable des opérations de basketball. Avec 3 Afro-Basket, une Coupe du Monde en 2014 avec l'équipe nationale du Sénégal, l'ancien capitaine des Lions va intégrer désormais le staff de San Antonio Spurs. C'est une grosse part pour l'équipe nationale du Sénégal, vu que Gorgui était notre leader technique et moral de cette équipe du Sénégal. D'après ce qu'il a fait sur le terrain depuis son arrivée en sélection. On se souvient des tournois qu'il a joué, la Coupe du Monde, l'Afro-Basket 2021 pour ne citer que ces compétitions-là. En 2021, il a été le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur du tournoi. Il était présent dans le 5 majeur. Avec lui, le Sénégal a eu deux médailles de bronze dans les Afro-Basket 2017 et 2021. Et on a joué une Coupe du Monde avec Gorgui Sy Dieng. Il a été performant en sélection nationale. C'est une décision qui aura certainement un impact sur l'équipe nationale de basketball du Sénégal, puisqu'on sait qu'il était le capitaine des Lions. Mais depuis un certain temps, on avait constaté qu'il était un peu absent de la tanière. Donc les conditions de la NBA d'abord avec le règlement. Maintenant, on a vu que l'équipe a été préparée au fil du temps à son absence. Maintenant, je ne pense pas qu'il y aura un impact négatif sur l'équipe. Membre du bureau de la Fédération sénégalaise de basket, Gorgui a les atouts de diriger le basketball sénégalais dans l'avenir, selon le journaliste. Aujourd'hui, il est avec les San Antonio Spurs. Dans le staff, il pourra contribuer, progresser et pourquoi pas venir un jour prendre cette fédération parce qu'il a les qualités et les connaissances qu'il faut en termes de basket et dans le management pour devenir un grand dirigeant. Arrivé dans la prestigieuse Ligue de basketball américain en 2014, Gorgui vient de terminer une saison lors de laquelle il a participé à 31 matchs avec les Spurs, affichant une performance de 38,5% au tir et 28% à 3 points. Merci beaucoup Mamadou Ndiaye. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant avec le docteur Momar Thiam, docteur en communication politique. Nous allons parler de l'actualité politique dans un instant. À tout de suite.